Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Salut les terriens, bienvenue dans l'actualité spatiale du Journal de l'Espace. Cette semaine, on va rester dans notre système solaire avec la navette Dream Chaser, la mission d'Axiom Space AX-3, on va parler aussi de la nouvelle combinaison spatiale de l'ISS et du retard pris par la mission Polaris Dawn de SpaceX. Mais avant qu'on attaque les news, on va commencer par remercier Surfshark VPN qui soutient le Journal de l'Espace en sponsorisant la vidéo d'aujourd'hui. Alors un VPN, c'est quoi et surtout à quoi ça peut vous servir ? Bon, imaginez que vous deviez prendre un abonnement, par exemple à YouTube Premium. Eh bien en passant par Surfshark VPN, qui est un outil servant à modifier votre adresse IP, en faisant croire que vous vous connectez depuis un autre pays que celui dans lequel vous vous trouvez réellement, ça peut vous permettre de payer moins cher cet abonnement, puisque oui, en fonction du pays depuis lequel vous passez commande, les prix peuvent être plus intéressants, et ça marche aussi pour plein d'autres choses, comme par exemple lorsque vous réservez vos vacances, un hôtel ou un billet d'avion, et ça peut valoir sacrément le coup. Un autre intérêt, si vous êtes accro aux séries, Surfshark VPN vous permet d'accéder à tous les contenus internet disponibles dans n'importe quel pays dans le monde, sans être bloqué par votre localisation. Ici, par exemple, sur les plateformes de streaming, comme Amazon Prime ou Netflix, eh bien vous pouvez regarder tous les films et les séries qui sont disponibles, par exemple ici au Canada et pas chez vous, d'un simple clic, et vous aurez de quoi faire. Avec le code ESPACE, vous pouvez bénéficier d'une offre exclusive Surfshark avec jusqu'à 3 mois supplémentaires gratuits. Le lien pour en profiter est dans la description de la vidéo. Et encore une fois, un grand merci à Surfshark de soutenir le Journal de l'Espace. Allez les terriens, maintenant on passe à l'actu, je vous souhaite une très bonne vidéo. Les combinaisons spatiales américaines que nous avons tous l'habitude de voir lors des sorties extravéhiculaires sont à bout de souffle, elles datent de plusieurs décennies et il est vraiment temps de les changer. Pour ça, la NASA a confié à la société Collins Aerospace la lourde tâche de développer un nouveau type de scaphandre, les XEVA. Le contrat a été signé en 2022 et les premiers tests ont déjà eu lieu. Pour le moment, il est encore un peu trop tôt pour aller dans l'espace avec ces nouveaux équipements, mais pour s'assurer qu'un astronaute peut effectuer toutes les opérations nécessaires, rien de mieux que des vols paraboliques. Pour ça, on utilise un avion spécialisé effectuant des trajectoires en forme de parabole afin de recréer lors de la descente la microgravité pendant 25 secondes environ. Alors oui, vous allez me dire, 25 secondes ce n'est pas beaucoup, et c'est la raison pour laquelle les opérations testées ont dû être minutieusement décomposées pour être parfaitement effectuées pendant ces précieuses secondes. On a par exemple l'entrée et la sortie d'une trappe de sas, la fixation des bottes de la combinaison à un repose-pied ou la manipulation de connecteurs bien spécifiques. Le but final est de valider la conception de la combinaison, c'est-à-dire vérifier qu'un astronaute a la liberté de mouvement et la précision nécessaires pour effectuer les tâches qui seront déroulées dans le vide spatial. Ces essais ont duré 2 jours et ont permis de balayer 20 objectifs principaux. Il faut dire que ces nouvelles combinaisons sont très différentes des précédentes, elles sont moins volumineuses et elles permettent de s'adapter à un plus large éventail de corpulence. Ce n'est pas tout, elles sont aussi plus performantes. Un exemple, c'est la refonte totale de l'articulation de l'épaule qui permet un plus grand degré de mouvement par rapport aux anciens scaphandres, en particulier pour les personnes de petite taille. Un autre exemple encore plus flagrant est celui que nous venons d'évoquer, réussir à mettre ses pieds dans un repose-pied spécial. Les tests en microgravité ont montré qu'il ne fallait que 20 secondes pour réussir l'opération, alors que c'est plutôt entre 5 et 10 minutes pour les anciennes combinaisons. Les résultats parlent donc d'eux-mêmes. Bon, maintenant que ces premiers essais sont un succès, la prochaine étape c'est une série de tests en piscine pour simuler des tâches plus longues de sortie dans l'espace. Ces tests encore plus poussés permettront à confirmer que la combinaison peut fonctionner de manière égale ou supérieure aux anciens modèles. Voilà, ça c'était pour l'ISS, mais pour le programme Artemis, c'est son concurrent, Axiom Space, qui a la lourde tâche de développer une combinaison lunaire, elle. Mais la NASA est prudente et a voulu assurer le coup, les deux sociétés ont reçu des commandes croisées, c'est-à-dire que Collins et Axiom développent 2 versions de leur scaphandre, une version lunaire et une version pour les sorties extravéhiculaires. Pour le moment, Collins a déclaré officiellement que la conception de sa combinaison est similaire à 90% avec la version lunaire et qu'il n'est pas question pour eux de se limiter à une version trop spécialisée dans les sorties spatiales. Comprenez par là qu'ils se tiennent prêts à prendre la place en cas de retard d'Axiom. Comme on dit, c'est de bonne guerre.
Au centre d'essai Neil Armstrong de la NASA à Sandusky en Ohio, l'avion spatial Dream Chaser de Sierra Space, associé à son module cargo Shooting Star, a carrément captivé les médias et les professionnels de l'industrie spatiale. Il faut dire qu'il y a de quoi, éclairé par de douces lumières bleues, l'assemblage de 20 mètres de hauteur à fière allure, et surtout il est fin prêt à subir une série de tests qui sont essentiels pour s'assurer que tout se passera bien pour toutes les phases de la mission. Le centre de test Armstrong n'est pas très connu du grand public. Il est pourtant un des plus performants au monde pour simuler les conditions extrêmes auxquelles seront confrontés les engins spatiaux lors de leur voyage. En effet, on ne peut pas se permettre de lancer des appareils aussi complexes sans faire subir aux différents systèmes les mêmes vibrations qu'ils vont rencontrer pendant le décollage, mais également lors du retour sur Terre, une étape qui est toujours très exigeante et éprouvante pour le matériel. Bah oui, rentrer sur Terre à plus de 20 000 km/h dans une chaleur infernale de plusieurs milliers de degrés, ce n'est bien sûr pas de tout repos. Mais ce n'est pas tout, après les vibrations, le Dream Chaser va être transféré dans une immense chambre à vide située sous terre et censée simuler les conditions spatiales. La petite navette sera confrontée à de très faibles pressions ambiantes, à des températures très froides et à un chauffage solaire dynamique. Ces équipements de pointe permettent de reproduire le plus fidèlement possible l'environnement particulièrement extrême rencontré pendant la mission. Ce programme de test complet peut paraître lourd et complexe, mais en cas de succès, il ouvre la voie au premier vol de démonstration sans équipage de Dream Chaser vers la Station Spatiale Internationale, qui aura lieu dans quelques mois. Pour son premier vol, l'avion spatial est chargé de livrer plus de 3 tonnes de matériel à l'ISS, ce qui complétera les vols de SpaceX. D'un point de vue plus général, il faut bien comprendre que la collaboration entre la NASA et des entités commerciales comme Sierra Space et bien d'autres représente le début d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale, une présence humaine accrue, une recherche scientifique plus soutenue et des opportunités commerciales en orbite. Actuellement, c'est sans aucun doute une révolution industrielle qui se profile à l'horizon, il ne fait plus aucun doute que l'humanité entre dans l'ère orbitale. La capsule spatiale Crew Dragon de SpaceX a améré au large des côtes de Floride le 9 février. Le vaisseau spatial Freedom s'est posé sur la surface de l'océan à 8h30 à l'est au large de Daytona Beach, en Floride, concluant ainsi la mission AX-3 au profit d'Axiom Space. La rentrée et la descente de la capsule se sont déroulées comme prévu, depuis la désorbitation jusqu'au déploiement des parachutes principaux. Cette mission AX-3 avait débuté le 18 janvier avec le lancement par une Falcon 9 de SpaceX. À son bord, 4 astronautes, un Américain, un Italien, un Suédois et un Turc. Les 4 hommes ont mené des activités de recherche pendant plus de 2 semaines dans la station, seulement le mauvais temps a prolongé la mission AX-3 de près d'1 semaine. Il faut savoir que c'est tout de même la 3e mission d'astronautes privés d'Axiom Space vers l'ISS. La société les utilise pour acquérir une expérience de vols spatiaux avant d'installer une série de modules commerciaux sur l'ISS qui serviront plus tard de noyau pour une future station spatiale autonome une fois l'ISS en fin de vie. Axiom Space prévoit d'ailleurs une 4e mission, au plus tôt pour cet automne. Cette mission AX-3 était également le premier lancement d'un équipage cette année par SpaceX, et on sait que l'entreprise d'Elon Musk prévoit 5 ou 6 missions avec équipage cette année. Cela inclurait AX-3 et AX-4, ainsi que la mission Crew 8 pour la NASA, prévue dès le 22 février, et Crew 9 en août. Une autre mission à retenir cette année sera Polaris Dawn, une mission privée qui n'ira pas vers l'ISS, mais vise à réaliser la première sortie extravéhiculaire privée. Cette dernière, financée par le milliardaire Jared Isaacman, qui a déjà dirigé la mission privée Inspiration 4 en 2021, utilisera des combinaisons spatiales développées par SpaceX. Cette mission spectaculaire cependant reste complexe et a été plusieurs fois reportée. Ne partez pas d'ailleurs car on en parle juste après. Comme je le disais, Polaris Dawn sera certainement, avec celle de Dream Chaser, la grande mission privée de l'année 2024. Les objectifs du milliardaire Jared Isaacman sont très élevés puisqu'il est prévu la première sortie extravéhiculaire à partir d'un vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Bon, vous vous doutez bien que pour une mission aussi ambitieuse, il faut faire face à de nombreuses difficultés techniques et les inévitables retards qui les accompagnent. Ça n'a donc pas loupé, et le 8 février, on a appris que la mission était retardée à cet été, alors qu'elle était prévue à l'origine pour le 4e trimestre 2022 tout de même. Pour effectuer une sortie dans l'espace, il faut mettre au point des combinaisons spatiales pouvant être utilisées à l'extérieur du vaisseau, ainsi que des modifications importantes du Crew Dragon. En effet, la capsule actuelle est dépourvue de SAS, un élément essentiel pour permettre à sa cabine d'être dépressurisée avant la sortie dans l'espace, puis repressurisée après la sortie dans l'espace pour le retour des astronautes.
Pour expliquer ces retards, Isaac Mann avait tant bien que mal déclaré il y a quelques mois que les travaux étaient plus difficiles que prévu, et selon des sources industrielles, il se trouve que SpaceX a considérablement sous-estimé les travaux visant à convertir la combinaison pressurisée actuellement portée par les astronautes à l'intérieur de Crew Dragon en une combinaison adaptée aux sorties dans l'espace. Le directeur général de SpaceX, un certain Elon Musk, ça vous dit quelque chose, en a même fait allusion le 12 janvier lors de ses vœux en déclarant que la combinaison devait être entièrement repensée. On sait désormais qu'il faisait allusion aux difficultés de mobilité dues à un gonflage excessif de la combinaison une fois dans le vide spatial. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire spatiale d'ailleurs, c'est exactement ce phénomène qui a failli coûter la vie au russe Alexei Leonov le 18 mars 1965 lors de la première sortie extravéhiculaire de l'histoire. Sa combinaison ayant pris trop de volume, il lui était impossible de rentrer dans le sas du vaisseau Voskhod 2, et c'est son incroyable sang-froid qui lui a permis de dégonfler son scaphandre pour pouvoir rentrer la tête la première, et ensuite se retourner à l'intérieur tant bien que mal pour regagner la capsule. Si SpaceX accorde autant d'importance à cette mission très médiatisée, c'est pour une simple raison, elle prévoit d'utiliser ces nouvelles combinaisons pour ses futures missions. Disposer d'une combinaison spatiale à haute mobilité qui ne coûte pas très cher et dans laquelle vous pouvez vous promener confortablement, c'est une bonne affaire, a déclaré Elon Musk. Cependant, quand on voit les difficultés rencontrées par Axiom Space ou Collins pour mettre au point leur combinaison, on peut émettre quelques doutes quant au terme pas cher, mais vous connaissez le personnage maintenant. Un autre signe qui montre que les difficultés semblent importantes, pour le moment, ni SpaceX ni le programme Polaris n'ont publié d'images des combinaisons. Isaac Mann les a juste décrites comme plus lourdes et plus volumineuses que les combinaisons pressurisées Dragon actuelles, ce qui entre nous n'est pas vraiment une surprise. Un détail qui a son importance, les 4 membres d'équipage porteront les combinaisons, y compris ceux qui restent à l'intérieur du Dragon, puisque comme je vous le disais, c'est toute la capsule qui sera dépressurisée. Cette mission, d'une durée maximale de 5 jours, va permettre de mener des recherches sur la santé, notamment des études sur l'exposition aux radiations à des altitudes pouvant atteindre 1400 km, soit une hauteur bien supérieure à celle de toutes les missions avec équipage depuis la mission Apollo 17 sur la Lune en 1972. Pour rappel, l'ISS est elle située à environ 400 km d'altitude. Suite aux essais réussis de la maquette du futur lanceur Ariane 6, l'impressionnant navire Canopée vient de quitter le port du Havre avec à son bord l'étage principal et l'étage supérieur. Cette fois, il s'agit bien de ceux qui rejoindront l'espace après un premier vol prévu à ce jour entre le 15 juin et le 31 juillet 2024. L'arrivée au port de Pariacabo, à Kourou, puis au centre spatial guyanais est prévue fin février. L'étage principal, alimenté d'un mélange d'hydrogène et oxygène liquide, est équipé d'un moteur Vulcain 2.1. Il est assemblé sur le site Ariane Group des Mureaux, en région parisienne. L'étage supérieur, quant à lui, est équipé de son moteur Vinci et intégré sur le site Ariane Group de Brême, en Allemagne. À l'arrivée en Guyane fin février, ces 2 étages seront déchargés puis transférés vers le bâtiment d'assemblage lanceur situé sur l'ensemble de lancement numéro 4. Là-bas, ils seront assemblés par les équipes d'Ariane Group pour former le corps central du lanceur. Ce dernier sera ensuite transféré du bâtiment d'assemblage lanceur jusqu'au pas de tir à l'horizontale, ce qui est radicalement différent d'Ariane 5 qui était transporté à la verticale et complètement prêt au lancement. Pour Ariane 6, c'est seulement une fois sur le pas de tir que le corps central sera hissé en position verticale et posé sur la table de lancement. Ensuite, ce sera au tour des 2 boosters d'être installés de part et d'autre pour former une Ariane type 62, une version intermédiaire, sachant que la plus puissante version sera une Ariane 64, équipée cette fois de 4 boosters. L'étape finale sera l'assemblage de ce que l'on appelle le composite supérieur, un ensemble composé de la coiffe et de la charge utile. Le premier vol d'Ariane 6, après avoir pris bien du retard, est maintenant très attendu car il va marquer le grand retour de l'accès à l'espace pour l'Europe après de très nombreux mois de déconvenus. Merci d'avoir suivi l'actualité spatiale sur le journal de l'espace, je suis certain que vous aurez encore une fois appris plein de nouvelles choses, et bien sûr merci au sponsor Surfshark de soutenir l'émission d'aujourd'hui, vous retrouverez tous les détails de leur offre en description de vidéo. N'oubliez pas comme chaque semaine le pouce de YouTube, et je vous dis à ce week-end avec le journal de la Starbase, ciao les terriens.